Comment devenir plus écologiste au quotidien? Comment faire sa propre transition écologique? Hervé Gardette est bien placé pour nous y aider. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Hervé Gardette, vous êtes journaliste, producteur à France Culture. Vous tenez une chronique chaque matin sur l'écologie. Ça s'appelle Dans les matins de France Culture. Vous êtes l'auteur du livre Ma transition écologique, comment je me suis radicalisé, édition Novice. Alors commençons par l'actualité avec ce projet de loi en France qui est baptisé Climat et résilience à l'initiative d'Emmanuel Macron. Le texte a été présenté ce matin au Conseil des ministres, sera prochainement débattu à l'Assemblée nationale. Alors vous le savez, l'un des projets vise à inscrire dans la Constitution la protection de l'environnement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que c'est une loi, alors en général, qui est, je trouve, à la fois intéressante et très largement insuffisante. C'est-à-dire, c'est déjà bien qu'elle existe, qu'il y ait une loi climat. C'est important. Il y a des mesures qui sont inspirées de la Convention citoyenne pour le climat, notamment l'interdiction des publicités pour les énergies fossiles, le fait qu'on puisse plus louer des appartements quand ce sont des passoires thermiques. Maintenant, ça reste quand même en deçà des préconisations qui avaient été faites. C'est vrai que la mesure finalement la plus spectaculaire, c'est aussi la mesure la plus symbolique. C'est cette inscription de la défense du climat dans la Constitution. C'est bien de le faire. Est-ce que ça changera grand-chose? J'en doute un peu. Et le référendum sur le climat, c'est pas gagné visiblement. Il y a des tiraillements entre l'opposition et Emmanuel Macron. D'ailleurs, le Sénat qui est à droite va sans doute freiner pour pas servir la chose, si l'on peut dire, sur un plat pour Emmanuel Macron à un an de la présidentielle. Lui-même, dit-on, le président français se verdit. On a le sentiment que là encore, l'écologie est l'otage d'enjeux politiciens. D'autant qu'on va arriver dans une année présidentielle. Enfin, la campagne d'ailleurs a déjà commencé. Donc à chaque fois, c'est vrai que les référendums sont toujours extrêmement politisés et il s'avère que les gens ne votent pas toujours uniquement sur le contenu de la question qui leur est posée. Donc c'est un petit peu le risque. Mais étant donné les règles constitutionnelles, moi, j'ai quand même un petit doute sur le fait que ce référendum ait lieu avant la fin de la législature. Alors ça, c'est pour la politique, si l'on peut dire. Vous, dans votre ouvrage, où vous nous donnez à voir vos chroniques, vous interrogez d'entrée, peut-on faire une chronique sur l'écologie sans devenir écologiste? La réponse est clairement non. Non, la réponse est clairement oui. Enfin, est-ce que je suis devenu écologiste? Ouais. Est-ce qu'on peut ne pas le devenir en faisant cette chronique, c'est ça? Non, en tout cas, la vraie interrogation que j'avais, si vous voulez, c'est quand on m'a proposé de faire cette chronique, parce que moi, à la base, je ne suis pas journaliste spécialisé dans l'écologie. Ouais. J'avais un peu la crainte, d'un moment donné, d'être trop en phase avec mon sujet, de ne plus avoir la distance critique, qui est celle qu'on doit avoir quand on est journaliste, pour ne pas prendre tout au pied de la lettre de ce que disent justement les associations écologistes. Ouais. Donc voilà, c'était aussi le fait de me dire... Mais c'est pareil dans le journalisme sportif. Vous savez, quand on suit par exemple un club un peu trop longtemps, on finit par devenir supporter et on n'est plus beaucoup journaliste. D'ailleurs, vous le dites, parce qu'il y a pas mal d'ironie aussi dans ce livre, vous faites un parallèle avec le syndrome de Stockholm en psychiatrie et vous dites que ma famille se rassure, je ne suis pas retenu en otage par les écolo-gauchistes de France Culture. Alors c'est quoi le quotidien du radicalisé que vous êtes devenu? Alors, le quotidien du radicalisé, alors, évidemment, il y a c'est au second degré à cette radicalisation, c'est de faire attention déjà un petit peu à ce que je mange, à ce que je consomme, c'est de faire attention à mes déchets, de les trier davantage, éviter les emballages plastiques, c'est de réfléchir à 2 fois quand je veux me déplacer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer en voiture? Bon. C'est pas très compliqué pour moi parce que j'en ai pas, je suis parisien. Mais je prends davantage le train, j'hésite avant de prendre l'avion. Donc c'est plutôt, on va dire, des choses que je faisais déjà avant, mais que je fais davantage et qui me font réfléchir un petit peu plus. Mais j'ai pas non plus totalement bouleversé mon mode de vie. Je mange moins de viande, par exemple. On voit quand même, c'est compliqué aussi. Par exemple, vous dites voir un avion décoller. Bon, c'est aussi qu'il y a aussi du second degré, mais voir un avion décoller, ça vous fait mal. La 5G, n'en parlons pas. Pas forcément de foie gras. J'ai renoncé au solde d'hiver. Et alors là, le supermarché, vous dites, c'est le temple de... Comment dire, des mécréants presque, quoi. Oui, un petit peu ça. Non, mais alors c'est vrai que quand on fait ses courses normalement, c'est-à-dire avant quand je faisais mes courses chaque samedi, je réfléchissais pas tellement aux emballages plastiques. En plus, c'est quelque chose d'assez léger. Donc on ne se dit pas, tiens, en termes de poids, c'est énorme. Là, on voit les fruits et légumes, il y a de plus en plus de sacs. Oui, alors c'est vrai. Et puis en plus, la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Mais moi, il se trouve que pour faire cette chronique, je me suis aussi inscrit à un défi qui s'appelle le défi zéro déchet de la ville de Paris, où on se retrouvait en équipe. Et le challenge, c'était de se dire, on va essayer de réduire au maximum nos déchets. Et donc, il fallait vraiment réduire les emballages. Et quand on est dans cette perspective-là, quand on va dans un magasin traditionnel, on ne voit plus que ça, que des emballages. Mais même les produits bio sont emballés, c'est totalement aberrant. Ouais. Donc l'idée, c'est... j'ai découvert les magasins de vrac, par exemple. En fait, c'est vrai que quand on lit votre livre, on se dit qu'il y a toujours le risque que l'on culpabilise. Vous, justement, vous essayez de nous attirer sur cette réflexion, c'est que la transition écologique, elle se fait pas à pas.
Oui, elle se fait pas à pas. Moi, l'idée, c'est vraiment de ne pas culpabiliser les autres, ne serait-ce parce que je suis mal placé pour donner des leçons. Moi aussi, j'ai de temps en temps, je craque sur certaines choses. Et puis, par ailleurs, même si je considère que les gestes individuels, si vous voulez, sont importants, c'est loin d'être suffisant. C'est-à-dire que ce ne sont pas les gestes individuels qui vont changer la donne, ce sont d'abord des décisions politiques. Alors, il faut que les gens aient conscience du problème, mais s'il n'y a pas de décision politique qui accompagne les gestes individuels, ça ne servira à rien. Ouais. Donc voilà, c'est pas les seuls individus qui peuvent sauver la planète, comme on l'entend souvent. Alors il y a le pétrole, il y a les hydrocarbures qui polluent, il y a aussi, vous le dites dans ce livre, on a tendance à l'oublier, la mode, les vêtements. Vous nous parlez notamment du jean, en citant d'ailleurs le gouvernement français qui dit qu'il faut combien d'eau pour un jean? C'est des litres et des litres. Je crois que c'est, alors de mémoire, je crois que c'est 20 000 litres pour un jean. Et d'ailleurs, je suis venu avec une chemise. Vous me tendez la perche, j'allais dire. Oui, mais c'était justement pour montrer un exemple, hein, si vous voulez bien entendu. Je ne porte jamais cette chemise en dehors de ce plateau de télévision. Non, mais oui, c'est vrai que la mode est un des secteurs qui est reconnu pour être un des plus polluants, ne serait-ce parce qu'il faut beaucoup d'eau pour produire, mais c'est aussi des produits qui voyagent beaucoup. Donc, ça participe des efforts qu'on peut faire au quotidien pour essayer un petit peu de réduire cette pollution-là. Alors, vous pointez du doigt aussi les aberrations de notre époque. On vient de citer la mode. On parlait tout à l'heure de la politique. Vous dites que c'est au courage politique d'amorcer cette transition écologique. C'est bien entendu à chacune et à chacun d'entre nous, mais aussi au courage politique. Qu'est-ce qui manque comme courage politique qui n'a pas encore été fait ? Comme courage politique, ce qui manque, moi je pense, c'est d'oser de véritables ruptures. C'est-à-dire qu'on le voit bien justement avec cette loi climat et résilience là, qui a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Ce sont des évolutions qui sont proposées. C'était par exemple sur les vols intérieurs. On dit on va supprimer certains vols intérieurs quand ils ne peuvent pas être faits en moins de 2h30. Une vraie rupture, ça pourrait être... Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je ne suis pas sûr d'ailleurs d'être d'accord avec ça, mais une vraie rupture, ça serait de dire on supprime les vols intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est à chaque fois, on va dire, dans des ajustements, alors que pour véritablement atteindre les objectifs qui sont ceux que se sont fixés la France, objectifs climatiques, il faudrait aller vers un changement de modèle. Et c'est ça qui est compliqué. Et le temps politique qui est celui du quinquennat n'est pas forcément compatible avec des décisions qui engagent sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ouais. Et pour finir, peut-être, tiens, il y a des chapitres, les abeilles, un concentré d'intelligence. Vous parlez aussi, on sait que le cheval est l'un des meilleurs amis de l'homme, comme on dit souvent. Vous vous intéressez à la morue pour terminer cet entretien. Pourquoi ? La morue, moi, c'est quelque chose... Alors que c'est un poisson que j'ai rencontré au fil de mes lectures. Et j'ai appris, en lisant beaucoup de livres, qu'à une époque, la morue était surabondante, notamment dans les mers nordiques. Il y a certains récits qui expliquent qu'on pouvait même plonger la main dans l'eau et puis on attrapait des morues comme ça. Et c'est un poisson finalement qui témoigne de la surpêche, des excès aussi qui sont ceux de cette société de consommation dans laquelle on vit. Voilà. Et puis voilà, moi j'avais fait un voyage en Norvège dans les îles Lofoten où la morue est partout et où la pêche à la morue a failli disparaître du fait de cette surpêche. Les Norvégiens ont eu l'intelligence de faire un moratoire pendant quelques années pour permettre au stock de se renouveler. Merci beaucoup Hervé Gardet d'être venu sur notre plateau. Ma transition écologique, comment je me suis radicalisé, c'est chez Novice Éditions avec France Culture. Merci à vous. Merci.